Même mon premier rapport sexuel, je l'ai pas eu dans la bonne façon. Je l'ai pas eu avec une femme que j'aimais. Je l'ai eu parce qu'il fallait l'avoir, parce que dans mon quartier, si t'étais puceau, t'étais une baltringue. Si tu glisais un livre, t'étais un PD. Si tu savais pas te taper, que tu défonçais pas, ou que t'étais pas capable de prendre une meuf sur un capot, t'étais un PD. Voilà l'environnement, les hommes desquels j'étais entouré. C'était insupportable pour moi. Et mon beau-fils me rappelait le petit garçon que j'étais. Et ça a été dur. Et je m'en suis beaucoup voulu, j'ai été dur avec lui. Je me suis excusé, j'ai fait le travail sur moi. Et souvent il me dit, mais papou, c'est bon, c'est le passé et tout, maintenant on s'entend super bien. Et on va à la salle ensemble, on chemine ensemble, et on s'est toujours aimé. Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Géraud. Bonjour Isabella. Alors Géraud, pour ceux qui n'ont pas écouté potentiellement les autres podcasts, est mentor auprès d'hommes principalement, et tu fais aussi avec les couples, avec ta compagne, ta femme Anissa. Et justement, en parlant d'Anissa, en parlant de la famille, le sujet de ce podcast est comment finalement prendre sa place dans la famille, plus précisément l'autorisation de prendre sa place dans la famille. En tant qu'homme ? T'as beaucoup d'hommes aujourd'hui qui... alors je dis beaucoup, je sais que ça généralise, mais tu as des hommes aujourd'hui qui ne savent pas comment se positionner, notamment par rapport peut-être à leurs femmes ou par rapport à leurs enfants. Est-ce que tu le vois avec les hommes ? On vit une époque extraordinaire, on a l'opportunité de redesigner, en tout cas je vais parler pour moi, j'ai l'opportunité de redesigner comment je veux être, qui je veux être en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari. Évidemment l'invitation c'est déjà faire un travail sur soi. D'aller explorer quel était le système de mon père. Est-ce que j'ai eu un père déjà ? Est-ce qu'il était présent ? Même s'il était présent physiquement, est-ce qu'il était vraiment présent ? Ouais, parce qu'être sur son téléphone pendant ça me peut pour ceux qui ont 40 ans, à l'époque, nos pères n'étaient pas sur les smartphones. Sur le journal. Ouais, t'es dans sa tête et dans ses problématiques. Nos pères aussi géraient des trucs. C'est pas qu'ils voulaient pas être là, c'est qu'ils avaient aussi des trucs à gérer. Mais la qualité de présence, pour moi, la définition même de la spiritualité, c'est la qualité de présence. Et on peut pas exiger ça de tout le monde. C'est un cheminement qu'on a ou qu'on n'a pas, enfin peu importe. Maintenant, de façon pragmatique, ouais, clairement, c'est important que chacun ait sa place. Moi, mon fils, des fois, quand il me dit « Hé, mon pote !» Je suis pas ton pote, je suis ton père. Je dis pas ça de façon hiérarchique. Ou hiérarchique, mais il y a un cadre. Et ce cadre, il est sécurisant pour mes fils, pour mes garçons. Et je viens de leur rappeler que, tranquille, tu peux t'exprimer, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de claquer la porte, tu as le droit de faire l'ado. On en a un de 14, un de 5 ans, donc on a deux âges qui sont intéressants. Par contre, il y a du respect, on se parle correctement et on pose un cadre. À table, j'ai ma place. Après, on a pris ça aussi des constellations familiales. Ma femme se met toujours à ma gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que... C'est une thérapie systémique qui apaise les histoires familiales, les émotions, tout ce qui retient certaines personnes de se déployer, notamment dans leur transgénérationnel, dans les générations avant. On pourrait dire que c'est une forme de... Ça peut aller jusqu'à le repositionnement en fonction de la personne. Par exemple, moi, je suis aujourd'hui adulte et puis je peux mettre en face de moi ma mère, je peux mettre mon père. Alors, ils ne sont pas physiquement là, mais je considère qu'ils sont là et je peux même me mettre à leur place, potentiellement. Oui, après nous, on le fait soit avec des personnes en physique, soit, et même les techniques avec les Playmobil, tu sais, où symboliquement, tu peux représenter telle ou telle personne, ça marche aussi. Ouais. L'important, c'est de poser à plat les systèmes ou les perceptions des systèmes familiaux tels qu'ils étaient. Et le but, c'est pas de repartir soit au père tyrannique, soit au père effacé, ou à la mère soumise ou la mère tyrannique. En fait, on a l'opportunité d'être en éveil, on a tout à dispo. C'est la beauté et le danger de notre époque, c'est qu'on a tout à dispo. Ça va demander un travail, il va falloir affiner, il va falloir cutter, enlever les pubs YouTube pour arriver à aller voir ce qui va résonner chez moi. Et c'est clair que derrière un écran, ça a ses limites. Le positionnement, justement, de la place de l'homme dans la famille. Certaines femmes que j'accompagne peuvent avoir un problème vis-à-vis de leur mari. Le problème, c'est que c'est tout en moi, par exemple, qui fait telle tâche. Ou alors, quand on va recevoir des gens, systématiquement, il ne fait pas, il ne m'aide pas. Et derrière, elle ne se demande pas quel est le besoin que comble aussi son mari lorsqu'elle le fait, ou qu'est-ce que ça va solliciter en elle derrière ce manque qu'elle peut vivre. Et il y a ce côté, finalement, je le fais à sa place et ne pas lui laisser la possibilité de le faire. Et lorsque je vais lui dire, écoute, oui, mais si tu ne lui laisses pas la possibilité de le faire, tu ne lui laisses pas sa place, et elle va me dire, mais si je ne le fais pas, il ne le fait pas. Donc finalement, je suis obligée de le faire à sa place. Toi, est-ce que tu as justement... Tout se tient en fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Ouais. J'adore citer Aldous Huxley qui dit... c'est en voyageant qu'on se rend compte que tout le monde a tort, et je dis souvent aussi, on se rend compte aussi que tout le monde a raison. Donc dans son monde, elle a raison, dans son monde, il a raison. Nous, on a eu le cas avec des clients où l'épouse, en fait, s'occupait des enfants et s'épuisait
alors qu'il y a les moyens de prendre des nounous, il y a les moyens de plein de choses. Et en même temps, on a pu mettre en lumière qu'il y a le système sacrificiel de la mère, qu'il y a la course effrénée à être aussi parfaite que maman, etc. etc. Donc c'est encore des contrats d'âme, c'est des jeux qu'on joue. Un contrat d'âme, pour ceux qui Ce sont des connaissent contrats pas. d'âme, c'est tout simplement je me marie avec toi en croyant que c'est pour tes merveilleux cheveux et parce que je trouve ton déhanché et tes courbes magnifiques. Quelles sont, hein, tes courbes sont magnifiques. Il parle à sa femme, Je parle à ma qui femme. est à côté de nous. Mais en vrai, ce que je viens de travailler, ça n'a rien à voir. Ce que je viens de travailler avec toi, ça c'est la petite sucre pour l'ego. En vrai, ce que je viens de travailler, c'est mon transgénérationnel, c'est mon rapport à ma mère, à mon père, c'est le rapport à la décolonisation, c'est le rapport franco-algérien, c'est la colère et la honte, la culpabilité que je porte, etc., etc., etc. Je peux te dire plus tard tout ça pour une question, parce qu'il a pas rangé les couverts, du coup ça pourrait être tout ça derrière. Mais en fait, qu'est-ce que ça représente? Non, mais je plaisante, mais je le sais, hein, mais du coup c'est pour montrer un petit peu de côté à nos auditeurs sur le fait que finalement d'un rien, enfin de ce qui semble être un rien, il n'y a pas de rien. Il peut y avoir beaucoup au contraire. Et en général, c'est là où on croit qu'il n'y a rien qu'il y a. Absolument. Et j'ai toujours à mes enfants, il n'y a rien de grave, mais il y a plein de choses qui sont importantes. Oui. Il n'y a rien de grave, c'est pas grave. Par contre, c'est certainement important pour toi, on va l'explorer ce qui se passe. Comment accompagner les hommes dans leur positionnement dans la famille? C'est large en fait, il me faudrait des cas précis, mais... Dans les cas que tu as pu avoir, toi, déjà, par exemple. c'est de voir, on revient toujours à la même chose. Ton père était comment dans ta famille? C'était quoi le système? Est-ce que tu as un exemple quelqu'un que tu as accompagné? Oui, j'ai un exemple concret d'un client qui a eu un père absent, et il est marié avec sa femme, il aime ses enfants, mais il va être toujours absent, il va travailler, et même quand il est à la maison, il va se rajouter du travail. Chef d'entreprise aujourd'hui. Il va aller dans son bureau alors que c'était le jour avec la famille, tu vois. Et sa femme, qui elle-même est dans le sacrificiel, ils vont co-créer ça ensemble, donc c'est vraiment des contrats d'âme. Parce qu'il y a un contrat d'amour derrière. En fait, c'est le boss du niveau. En fait, s'ils arrivent à repérer leur schéma, leur système, tout ça va les mener à une guérison, à une liberté, en fait. Ils vont pouvoir se libérer de leur chaîne et de leur système pour pleinement s'aimer sans devoir passer par tous ces artifices. Donc, en fait, lui, inconsciemment, il va aller travailler outre mesure. Même, il va booker des rendez-vous. Alors, les enfants sont là, mais lui, il va être sur ses oreillettes. Donc, il n'est pas là. Et elle va piétiner parce qu'elle attend que ça. Elle attend qu'une chose, c'est qu'il tombe, entre guillemets, c'est qu'il montre bien qu'il va être sur son portable, sur son téléphone. Donc, il joue ce jeu à deux, tu vois. Là où certains peuvent se craquer, c'est dire elle fait ça, elle ne fait pas ça. Nous, on appelle ça les chaussettes de Byron Katie, qu'on respecte beaucoup, et qui disait que ces deux garçons, ces deux ados se battaient littéralement dans le salon, ils cassaient tout, ils laissaient traîner leurs chaussettes, traîner leurs vêtements, et c'était insupportable, en fait. Donc, des ados, quoi. Ou des jeunes hommes, des petits cons. Comme ils sont leur place d'adolescents. Comme j'ai été, voilà. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle a réalisé, mais en fait, qui ça dérange? Ça dérange qui? Ça la dérange elle, en fait. Qui se battent. C'est des ados, c'est deux frères qui se battent. Ils laissent traîner leurs chaussettes. Ça dérange qui? Eux, ça les dérange pas. Apparemment, ça les dérange pas. Mais elle, ça la dérange. Donc, elle s'est mise, en fait, à accepter que ils se chamaillent entre frères. Elle n'intervient pas. Et elle a commencé à ramasser les chaussettes. Et elle s'est rendue compte, au bout de quelques semaines, que ça s'apaisait, en fait. Qu'il y avait moins de bazar. Que les gamins se chamaillaient encore, mais que ça avait baissé en intensité parce qu'il n'y avait plus besoin d'imbriquer, d'impliquer leur mère dedans. Et le système s'apaisait au fur et à mesure. Et finalement, la mère en vient à servir ses enfants au détriment peut-être de son temps à elle. Quelles sont les limites? Mais elle perdait de toute façon temps, énergie. Elle ramassait en souffrance. Et là, je viens de dire justement qu'en le faisant, par amour, au final, ça s'est apaisé. Mais ça n'empêche pas que tu peux cadrer au fur et à mesure, ça n'empêche pas que tu peux te positionner. C'est pas soit je suis la mère sacrificielle soumise, comme on voit beaucoup et comme il y a encore beaucoup dans certaines cultures, qui en font après des hommes enfants et des hommes qui sont en galère dans le mariage parce qu'ils attendent de leur femme qu'elle soit comme maman. Donc ils vont prendre une bonbonne à la maison et puis après ils vont aller la tromper avec une escorte. Tu vois? Oui, mais c'est ce qui arrive souvent. Mais bien sûr. Ils vont prendre. Mais avec toi, je peux pas le faire. T'es la mère de mes enfants, mes petits, je t'aime. Mais par contre, je vais aller voir dans les chicha bars ou sur Tinder, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent finalement ces hommes en allant voir ailleurs? Une femme qui va réveiller chez eux l'opposé de le petit garçon à maman. Sauf que le taf, il est pas fait chez eux. C'est pas une femme de faire ce taf. Donc le problème, là, alors, on peut là aussi l'inverser pour les femmes. Hein. C'est juste que là, on parle de l'homme. Hein. C'est exactement la même chose. Et j'ai toujours des femmes qui disent, quand je parle avec les hommes, je parle des hommes avec des hommes, il y a plein de femmes qui disent, oui, mais c'est pareil chez les femmes. Oui, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui le disent. Oui, effectivement. Oui. Non, mais pourquoi on le précise? C'est pareil chez les femmes. Mais pourquoi on le précise? On cherche papa. Non, mais je suis pas là pour défendre les hommes non plus à 100%. Mais en fait, quand tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que dès que c'est un homme, il y a du lynchage de femmes dans les commentaires. Ah oui, c'est parce que c'est un mec, oh ça va, il arrête de se plaindre, il arrête de se victimiser. Non, je suis pas d'accord. Les hommes le font moins aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'en s'en prendre plein la gueule derrière. Alors que la femme qui va commenter et qui va dire des choses
un peu hard, ça passe mieux parce que c'est une femme qui le dit et elle s'autorise plus à libérer sa parole et son mécontentement en modulant pas du tout ses mots, alors qu'un homme va le faire précautionneusement. Faut être malin, c'est la génération, l'époque qui veut ça. Bah oui. On est passé par toutes les phases. Il y a eu le racial, le religieux, enfin ce que tu veux. Là, on est carrément dans le entre guillemets confrontation des sexes et des genres. Ouais. On est dans le genre et les sexes. Ouais. Donc là, en ce moment, bon, tu passes un peu sur le grill quand t'es un homme. Je fais mon taf sur moi. J'ouvre un espace pour des hommes qui veulent faire un travail sur eux ensemble. Et après, les avis, les opinions, il y en aura toujours. De toute façon, t'as toujours des gens qui viendront, soit ils te brandissent zénitude, lâcher prise, bienveillance, et en fait, c'est que des mots et que du pipeau. Et on est dans une époque, encore une fois, c'est que des cycles. Je recite Ibn Khaldun, comme je disais tout à l'heure, il y a des cycles. Là, c'est un cycle, il faut être conscient du cycle. Faut pas le juger, c'est un cycle. Là, en ce moment, en japonais, on dit kuki yomu. Ça veut dire cookie. Comme des cookies. Non, cookie. Ah. C'est lire l'air. Donc faut lire l'air. J'ai un peu faim, c'est pour ça je crois. Ah mais j'ai super faim aussi. J'ai repéré un steakhouse turc à côté, ça va y aller quoi. Les véganes, désolé. Donc voilà, faut savoir lire l'air, tu vois, qu'en ce moment, l'époque elle est à ça, que les égos sont branchés sont tunés sur cette fréquence-là. Bah je vais pas mettre le doigt dans la prise quoi, tu vois, c'est. Okay, par contre, je me positionne, je dis ce que j'ai à dire, et en même temps, voilà, encore une fois, je répète ce que dit souvent un de mes mentors, Marc Serenkoff, tout ce que tu dis et qui peut être compris de travers par les égos le sera. Et des fois même quand je dis quelque chose qui paraît hyper... il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas forcément de positionnement quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui vont trouver un truc à dire. Oui, j'ai eu un positionnement sur une purée sur les réseaux sociaux récemment. Le grand débat, c'était la recette de la purée. Il y a eu 400 commentaires sur la purée. Adore avoir raison. Oui. Tu vois, même toi et moi, des fois on dérape un peu, mais on revient. On vient au service de quelque chose de plus grand. On est humain, c'est normal. En tout cas, je sais avec ma femme on le fait, avec mes clients je le fais en général. Dès qu'un homme essaie de me convaincre, je dis t'as déjà raison. De toute façon, dans ta perception, dans ton monde, tu as déjà raison. Oui. Donc, le débat ne m'intéresse pas. Et j'adore ce que disait Albert Jacquard. C'est pas mon idée qui est importante ou la tienne, c'est la tienne. La tienne plus la mienne en donne une troisième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer ça. Et justement, si on devait regarder cette troisième option sur toi, par exemple, sur ton positionnement, ta vision du positionnement et de la place, tu me dis si tu veux pas y répondre, dans ta famille, à titre d'exemple, parce que je pense qu'il y en a beaucoup des familles recomposées, où tu as été marié avec ta femme, qui avait déjà un enfant. Oui. Donc, tu n'étais pas encore père, hein, c'était ta première fois. Après, tu as eu un deuxième enfant. Comment tu as trouvé ta place d'homme et de papa, justement Beau-père et de père. Ouais. Il y a eu plusieurs choses. Moi, des amis à moi, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent et qui se disent qu'ils ne peuvent pas se mettre avec une femme qui a déjà un enfant. Donc pour beaucoup d'hommes, c'est impensable. Donc là, moi, ça n'a jamais été un problème en fait. Moi, je rêvais d'être père. Paradoxalement, je rêvais d'être père. J'ai tout fait pour être père quand j'étais au Japon et ça ne marchait pas. Et en fait, c'était pas ça le problème. Ce qui s'est passé, c'est que moi, avec mon beau-fils, on s'est aimé tout de suite. Comme avec Anissa, on s'est aimé tout de suite. Il y avait en tout cas de ma part, lui c'est un enfant et c'est à moi de faire le taf. Il y avait de ma part de la projection. Je revoyais en fait le petit Géraud. En fait, paradoxalement, c'est qu'il me ressemblait beaucoup en fait. Je le conscientisais quand même assez rapidement, mais c'est clair que nos rapports, notre relation déclenchait, réveillait chez moi en fait une version d'un petit Géraud que j'ai voulu étouffer en fait. T'étais en colère. Quand j'étais gamin en fait, ouais, parce que j'étais comme lui en fait, j'étais doux. Mon fils c'est un gamin qui est doux, qui est plein d'amour. Une fois j'ai un ami à moi, il m'a dit mais je crois que j'ai jamais rencontré un gamin qui a autant d'amour. Et j'étais comme ça aussi. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai étouffé cet enfant. Ce petit Géron-là, je l'ai étouffé. J'ai dit maintenant tu vas arrêter d'être une baltringue. Et surtout, je me préparais à la mort de mon père. Et quand je suis parti à la Légion, après, c'est pour ça que je partais à la boxe, la Légion. Et il y avait un truc où je voulais tuer ce petit garçon. Même mon premier rapport sexuel, je ne l'ai pas eu dans la bonne façon. Je ne l'ai pas eu avec une femme que j'aimais. Je l'ai eu parce qu'il fallait l'avoir, parce que dans mon quartier, si t'étais puceau, t'étais une baltringue. Si tu lisais un livre, t'étais un PD. Si tu savais pas te taper, que tu défonçais pas, ou que t'étais pas capable de prendre une meuf sur un capot, t'étais un PD. Voilà l'environnement, les hommes desquels j'étais entouré. C'était insupportable pour moi. Et mon beau-fils me rappelait le petit garçon que j'étais. Et ça a été dur. Et je m'en suis beaucoup voulu. J'ai été dur avec lui. Je me suis excusé, j'ai fait le travail sur moi. Et souvent, il me dit, mais papou, c'est bon, c'est le passé et tout. Maintenant, on s'entend super bien. Et on va à la salle ensemble, on chemine ensemble. Et on s'est toujours aimés. Et le premier sujet sur lequel j'ai travaillé quand j'ai fait mes premiers week-ends immersifs, où j'étais accompagné par des hommes, notamment par Pierre-Étienne Vanier, qui est un super facilitateur. Mon premier sujet, ils m'ont dit, tu veux travailler sur quoi? J'ai dit, je veux travailler sur ma relation avec mon beau-fils. Et grâce à mon beau-fils, j'ai pu accueillir mon fils. C'est parce que j'ai cheminé avec mon beau-fils que j'ai pu accueillir en paix mon fils, quoi. Et aujourd'hui, la relation que j'ai... Il y a encore, on parlait avec mon beau-fils, c'est deep, en fait. Il a les outils, en plus. Il a la plupart des outils, il reconnaît son ego, il a une maturité émotionnelle extraordinaire. Ce que j'ai fait aussi, c'est bien reprendre ma place. Je ne suis pas son père. Il a son père.
Et je dis jamais un mot de travers sur son père. Et son père est un homme bien, et peu importe qui il aurait été ou quoi que ce soit, son père, c'est son père. Je ne suis pas son père. Et toi, tu es qui pour lui? Je suis son papou. Je suis son beau-père. Je suis l'homme qui l'élève au quotidien, mais c'est important. Et je lui dis pas, je suis pas ton père. Et lui m'a jamais dit, mais de toute façon, t'es pas mon père. On s'est jamais envoyé ça au visage. Il y a des enfants qui le font. Oui, mais parce que peut-être en face, il y a un beau-père qui veut prendre la place du père. C'est de la loyauté, c'est tout. Ouais. Avec mon beau-fils, on galérait à trouver. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, une femme qui fait ça, le mari fait pas ça. On a galéré à trouver en fait notre langage. On s'aimait, on s'est tout de suite aimé, mais il fallait qu'on se calibre au niveau du langage. Et il y avait une part de moi en fait qui avait tellement peur de pas être aimé. Je me rendais compte en fait que j'avais peur que mon beau-fils m'aime pas en fait. Un peu l'autre con, il m'a élevé, mais je n'ai rien à foutre de lui. Et donc je créais ça en fait. Bien sûr, la peur de l'abandon, peur d'être rejeté, bien sûr. Qui s'est traduit en colère en fait, qui s'est traduit en colère. Où je me rappelle des fois je tenais, je dis mais tu vois, et je disais non. Et après on se prenait dans les bras et on s'excusait mutuellement. Et je disais mais toi t'es un enfant, c'est pas à toi de t'excuser ça. Et lui, je voyais tout l'amour qu'il avait, etc. Et tout ce cheminement qu'on a eu. Et après, on a pu aller dans cet espace de paix, quoi. Mais surtout, j'ai aussi repris ma place. Je suis son beau-père. Et clairement, après, il y a eu le mariage avec Anissa qui m'a aussi apaisé, parce que j'étais émotionnellement, j'avais besoin de stabilité émotionnelle. Il fallait que je stabilise mon système. Moi, j'étais très instable. J'ai déménagé 11 fois en 8 ans au Japon, j'étais avec beaucoup de femmes et il fallait que je stabilise mon système. Il y a eu le mariage avec Anissa, il y a eu tout cet ancrage et après il y a eu l'arrivée de mon fils. Avec les hauts, les bas, bien évidemment, comme dans toutes les familles. Mais comme toutes les familles. T'as conscientisé en fait tout ça. Alors, moi j'utilise ce mot-là, je sais pas si ça te parle, de l'intelligence émotionnelle qui t'a permis finalement de te mettre en sécurité sur ce qui se passait. C'est ça, il y a eu de la conscience, il y a eu, et puis aussi, je parle beaucoup de désir ardent, c'est le terme de Napoléon Hill, mais c'était insupportable, c'était impensable pour moi que je puisse pas m'entendre avec mon beau-fils ou que des fois on se croisait, on se parlait pas et je dis non, moi je peux pas faire la gueule, c'est pas mon caractère. On règle ce qu'on a réglé, on en parle et on passe à autre chose. Et des fois je sentais la tension et lui et moi on se parlait pas parce qu'on avait peur de s'embrouiller. T'es ému quand t'en parles, hein? Bien sûr, parce que je l'aime et je fais pas de différence entre lui et son petit frère et que je veux son succès, je veux sa réussite et que je calibre tous les jours. Je fais attention à ses fréquentations, je fais attention à ce qu'il parle bien de son père. Qu'il l'appelle comme moi j'appelais mon père parce qu'il a une relation téléphonique avec son père comme j'ai eu. C'est une façon d'aimer le petit Géraud aussi. Exactement. Et que il a fait la même chose que moi en fait. À un moment donné il s'est endurci d'un coup et j'ai vu ce que j'ai fait aussi et là en fait il en a pris conscience et il me l'a dit en fait et là il repart en douceur, il a eu des expériences qui ont fait que il a vu que les côtés durs, la colère amène les ténèbres aussi. Et déjà à 14 ans, il a pu réaliser des choses. Et de lui-même, en fait, il se recadre, de lui-même, il revient. Et après c'est un gamin, c'est un ado. Il explorera ce qu'il doit explorer. Et ce sera à moi à chaque fois de jauger là où je me cadre. Des fois, je vais hausser le ton parce que non. Des fois je dirais non. Des fois, j'accompagnerai. Des fois, quand j'ai voulu fumer mon premier cigare, ma mère m'a dit bah, on va le fumer ensemble. Parce que moi, si t'es malade, je sais pourquoi. Tu vois. Tu lui laisses sa place. Et toi, tu laisses sa place. Quoi d'autre plutôt que de lui laisser sa place, c'est moi, je prends ma place. Tu prends ta place. Je prends sa place. Par contre, en bout de table, c'est ma place et c'est comme ça. À ma gauche, c'est ma femme et après, c'est nos enfants. Et dans cet espace sécurisé, ce cadre, il est libre. Et ce que je peux apporter dans notre foyer, c'est mes enfants peuvent s'exprimer. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils peuvent émotionnellement s'exprimer. Qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas sur certains points, ils n'ont pas à être d'accord avec moi, etc. On se respecte. En tout cas, c'est un havre, c'est un asile dans le sens originel, tu sais, vraiment un espace safe, tu vois. Et des fois, ils claquent la porte et ils jettent leur sac, etc. Mais ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Et que la porte, comme ma mère m'a dit quand je suis parti au Japon, elle m'a dit, la porte sera toujours ouverte. Et quand je suis revenu 8-9 ans plus tard, j'étais un peu la queue entre les jambes et ma mère m'a jamais jugé, m'a jamais critiqué, il n'y a pas de je te l'avais dit, ou on se rabaisse pas dans une famille, on s'élève. Et mes enfants savent que chez nous, c'est un espace où ils peuvent s'élever. Et des fois, si jamais j'ai une réflexion un mot de trop, une petite saloperie passive-agressive, je supporte pas ça, hein, que ceux qui m'écoutent le sachent. Je supporte pas les réflexions passives-agressives. Je rigole, mais c'est comme ça. Non, dis ce que tu as à dire ou tais-toi. Et quand moi-même je fais ce genre de choses, des fois mon beau-fils il me dit ouais, ça c'était un mot de trop. Ça, c'était blessant. Et direct, je recadre, je dis, ouais, t'as raison, désolé. Il partage ses émotions. Bien sûr. Et ça, c'est une victoire avec sa mère. Bien sûr. T'imagines un ado qui s'exprime. À s'écouter ses émotions et surtout pouvoir les partager à l'os sans colère, finalement. Mais juste avant que la colère vienne, justement, pouvoir. Même s'il y en a, mais au moins, il peut le dire. La colère, excuse-moi, j'ai mal formulé. La colère, j'entends. La colère, plutôt au-delà de la colère, tu vois, quand on part en hystérie ou autre, parce que justement, on n'a pas exprimé ses limites. Et finalement, vous avez d'une certaine façon, alors bien évidemment que des fois ça part, ok, mais
du moins instaurer un cadre pour permettre l'espace d'exprimer ses émotions, même quand il y a la colère, et que la colère, c'est juste une émotion qui permet de poser ses limites et de dire, voilà, ça, ce que tu m'as dit, dans ma perception, moi, je l'ai vécu comme ça, et toi, tu l'as peut-être pas dit dans ce sens-là, ou peu importe, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, puis surtout, que ce soit les hommes. Mon beau-fils le faisait aussi, il encaissait beaucoup. Et je voyais à toute son énergie qui se raidissait. Et je dis, non, mais parle. Il dit, non, c'est rien. Et je dis, exprime-toi. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit de dire que je suis un gros con parce que je l'ai été. Et ce côté rétention, à prendre sur soi, que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui. Et alors moi, je fais partie de ces gens qui disent qu'à trop réprimer ses émotions, on se crée des maladies. C'est des bombes à retardement. C'est des gens qui font faire de la merde dans leur écosystème, dans leur famille, dans leur corps, dans leurs cellules. Et des fois, je vois des comportements au volant et j'entends. Surtout à Paris. Et je me dis, mais qu'est-ce qui doit tenir, lui, tu vois? C'est dès que tu vois ce genre de décharge, de violence, de colère, qu'elle soit verbale, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit physique, c'est de la honte, de la culpabilité, c'est de la frustration, c'est du sentiment de rejet, c'est que ça, en fait. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des souffrances qui doivent être cadrées, et la justice des hommes qui doit faire son travail. Mais moi, je dis souvent, en fait, que les prisons sont pleines de honte et de culpabilité. Pour moi, il faut vraiment travailler là-dessus, en fait. Travailler sur la honte et la culpabilité dès le plus jeune âge. Moi, je ne suis pas dans la lamentation et le pleurnichage et le misérabilisme. Moi, j'hallucinais, en fait. Je me rappellerai toujours, mes potes de quartier, ils urinaient, ils crachaient dans l'ascenseur que nos mères prenaient le soir. Et je dis, mais quel degré de haine de toi tu as, en fait. À quel point tu te détestes pour cracher. Là où ta mère et la mienne, elles vont prendre l'ascenseur ce soir. Mais je m'en bats les... Mais t'es sérieux? Je te dis même pas d'aller le faire ailleurs, parce que ce serait déplacer le problème, et c'est complètement égoïste de faire ça. Je dis, mais quel est c'est quoi le truc qui percute pas dans ta tête? Et après, bien après, j'ai compris. En fait, il y avait de la honte, de la colère, de la culpabilité. Il y avait un mélange de plein de choses qui doit t'accompagner. Et puis la provocation. L'uniforme, c'est papa. L'administration, c'est papa. L'école, c'est le cadre. Soit il y en a trop eu. Je voyais des potes à moi où à la maison, ils se faisaient ceinturer, où leur père était violent avec eux. Et dehors, ils déchargeaient toute cette violence. Le rejet du système. Oui, et puis rejet du père. Quand on dit le père, même pour le divin, certains vont rejeter le père, parce qu'ils pensent aussi à leur père. Tout est symbolique. Et le cerveau, des fois, il fait des amalgames un peu foireux, en fait. Il va crosser un peu des informations et il va mélanger un peu les choses. De bien remettre chaque chose à sa place. Et un père parfait n'existe pas, les parents parfaits n'existent pas. La famille parfaite n'existe pas. C'est-à-dire que, par contre, prendre conscience des dysfonctionnalités, être ouvert à en parler, déjà enlever le non-dit, ça c'est un truc énorme. C'est déjà énorme. Énorme, pour éviter les interprétations et les perceptions différentes. Tout à fait. Tu vois, combien de familles je vois, en fait, il faut pas dire. Tu vois, si t'es en colère, si t'es en souffrance, putain, dis-le, quoi. Au lieu de balancer des trucs, ou arrêter de vous cacher pour picoler, pour être gay ou lesbien, ou pour faire je ne sais quoi, putain, c'est insupportable, en fait, de pas pouvoir être soi dans sa famille. C'est l'espace c'est l'espace, justement, l'espace safe où je dois pouvoir être moi. C'est un système avec différentes personnes et il faut qu'on soit tous OK sur le fait que nous sommes tous des éléments de ce système. Il y a un mot que j'ai pas dit, je te coupe. Vas-y. Mais il tape dans ma tête Vas-y, dis-le. C'est toi qui dois me l'envoyer. La douceur. Les hommes, on pourrait faire tout un podcast là-dessus. On a un gros travail sur la douceur à faire. La douceur. Et tu me disais tout à l'heure, c'est quoi le pendant un peu de la colère? C'est la douceur. Explorer la douceur pour un homme, t'as vu, je m'en mords les lèvres. Ça peut être... dur. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller plein de choses. Ça vient réveiller la peur de se faire avoir, la peur de se faire entuber, la peur d'être manipulé, la peur d'être quitté, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, la peur de se faire baiser, en gros. Si je suis doux, je vais me faire bouffer. La vulnérabilité. Ouais, je voulais pas... Oui, vulnérabilité, c'est un mot qui est encore... qui pourrait être associé à la douceur. C'est le mot juste. La vulnérabilité, ouais. Et tout ce que je peux proposer, c'est moi. Donc quand tu me vois fondre en larmes parce que je parle de mon beau-fils, je l'autorise. C'est OK, c'est cool. De toute façon, je pourrais même pas le réfréner. Reconnecter à ce Géraud qui s'autorise ses larmes. Et tout mon système s'apaise. Et j'ai plus de charge. Et la plupart des problèmes que tu vois aujourd'hui dans le rapport homme-femme et des hommes envers la communauté humaine, c'est trop de rétention, trop de non-dit et toute cette douceur qui est réfrénée et contenue. Merci Géraud. Avec plaisir, merci à toi. Merci pour l'espace que tu offres. J'ai été amusé quand tu m'as invité, parce que je me suis dit c'est marrant, c'est des femmes qui parlent de masculinité, des femmes qui invitent des hommes et je trouve ça cool. Je trouve ça génial. On a une belle opportunité de redesigner les rapports homme-femme, homme-homme, femme-femme. Merci. Merci à toi. À très vite. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Le Mal du siècle.